pourvoyeurs de capitaux. Alors, donc on va commencer par les banques, on va citer quelques banques. Je ne sais pas, actuellement on a combien de banques? 14, 15? Il y a Boris, il y a BRDF, Maison de la PME, qui est représentée ce matin. Donc c'est la Société Générale qui est représentée ce matin par Mme Ouedraogo. Peut-être on va vous donner la parole à un moment pour dire quelque chose. Si ce n'est pas prévu. Parce que c'est des gens qui ont l'argent. Mais il faut toujours leur donner la parole. Donc c'est eux qui dirigent le monde. Donc la BOA, Ecobank, vous voyez un peu les banques de la place. Je crois qu'il y a une banque qu'on n'a pas, oui, on a ajouté IBEBA. On a ajouté Wankoni. Oui, voilà, Wankoni est là. Je pense que c'est une nouvelle banque. Une nouvelle banque. La caisse de dépôt et de consignation. Et je crois qu'ils ont arrêté ça. Je crois qu'ils ont. Le truc de Kala là. Postal aussi à la poste. En tout cas, je sais qu'ils ont eu beaucoup de difficultés de façon congénitale. Parce que certainement, il y avait de la politique, tout ça derrière. C'est la structure de Paul Kabatiba, l'ancien Premier ministre. Mais oui, on parle de tout à l'heure. Alors, donc, les SFD, c'est la microfinance. Le système de financement décentralisé, c'est ça, non? Donc, on connaît surtout la caisse populaire. Tout le monde connaît le réseau national des caisses populaires. Et puis, vous avez Finacom, Baobab. Baobab est c'est une SFD. Et donc, ils sont dans la maison finance aussi. Donc, on a Finet, Godet, IP, et ainsi de suite. Ilbaudé. Donc, Gren, Microstart, pour ne citer que ceux-là. On a aussi ce qu'on appelle les fonds nationaux. Les fonds qui sont créés par l'État pour accompagner, bien sûr, les entrepreneurs. Donc, vous avez la FPPME, l'agence de financement et de promotion de la PME, vous avez le développement économique et social, vous avez fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, vous avez fonds d'appui au secteur informel, vous avez fonds d'appui aux initiatives des jeunes, vous avez fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Je crois que j'ai bien Très gentil de votre part. Très gentil de votre part. Voilà, donc c'est ça, c'est les principaux. Il doit y en avoir aussi encore, non? Mais c'est vraiment les principaux fonds qu'on retrouve. Par exemple, le fonds burkinabé avec lequel je travaille, c'est eux qui font Burkina Startup. Je pense que vous avez déjà vu leur appel. Ils recrutent tous les projets innovants, les porteurs de projets innovants, et ils me les envoient à Somon pour faire la maturation. Donc je sais que jusqu'à l'année dernière, on a maturé 27 projets. Donc on a fait 27 business plans, et chacun a eu au moins 50 millions. Donc, c'est quand même quelque chose qui est apporté par l'État. Il y a aussi le FAF, comme il y a beaucoup de femmes qui accompagnent beaucoup au milieu rural, qui fait de microcrédit, microfinancement. Les gens prennent, ils reviennent après, reprennent, ainsi de suite, jusqu'à grandir. Voilà. Il peut y avoir d'autres, mais bon, c'est vraiment les principaux fonds. Bien sûr, les gens critiquent les fonds, tout le monde sait, parce que en fait la demande est tellement énorme que ces fonds-là ne peuvent pas y répondre. Donc c'est pas aussi évident. Du coup, puis vous savez que nos États n'ont pas beaucoup de ressources pour mettre suffisamment d'argent dans ces fonds. Donc ça fait qu'ils sont limités aussi en matière de financement. Mais il faut les connaître, il faut y aller, il faut s'adresser, voir ces structures-là. Ça peut toujours marcher. Alors, vous avez aussi des fonds d'investissement. On n'a pas beaucoup de fonds d'investissement dans notre pays. Je crois qu'il y a Synergie. C'est comme ça qu'on écrit Synergie. C'est une façon de écrire. Qui relève de IOP, Investisseurs et Partenaires, qui est un grand groupe français, qui est présent en Afrique, qui accompagne vraiment. Mais je crois qu'ils font surtout du fonds de développement. Capital risque, mais surtout développement. Parce que, en
fait, ils ne vont pas sur une nouvelle affaire. Ils vont sur des affaires qui existent déjà. Pour regarder. Et moi, je travaille avec eux. Je sais que j'ai déjà fait 3 études de marché pour eux. Par exemple, vous adressez à eux, vous dites voilà, vous avez une cuisine, vous voulez acheter des machines pour avoir des capacités. Ils vont vous dire ok, on fait une étude de marché, une étude pour voir le potentiel d'abord. Et donc, sur la base de l'étude, ils vont maintenant voir comment vous accompagner. Mais ils entrent dans votre capital. C'est ça la spécificité des fonds d'investissement. Vous avez dit, comme vous dites, je prends 30%. Je ne connais pas trop les taux, mais je prends 30% maximum. Et comme ça, comme je suis actionnaire, je vous apporte de l'argent sous forme de, comment vous appelez ça, compte courant d'associé. Voilà, compte courant d'associé, puisqu'il est dedans. Maintenant, ils vont vous mettre aussi des gens pour voir la gestion, puisqu'ils sont actionnaires. Ils peuvent même nommer le DG, ils peuvent nommer le DAF, ça dépend des situations. Si par exemple, il se passe que le DG a des compétences, ou dans certaines situations, ils ont demandé à nommer le DG, des situations que je connais. Maintenant, peut-être pour les petites entreprises, ils ne vont pas jusque-là. Mais il y a Police Capital. Je crois que Police Capital, je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais j'aurais appris qu'ils ont fermé. Mais je travaille avec Police Capital. En fait, c'est la branche fonds d'investissement de Police, du groupe Police, qui prend ils entrent dans le capital et qui accompagnent. Je sais qu'on avait apporté un projet de 18 milliards là-bas, capital 5 milliards. Ils avaient décidé de prendre jusqu'à 2 milliards dans l'actionnariat et pouvoir apporter le reste de l'argent. Bon, après, ça n'a pas marché avec les troubles qu'on a connus parce qu'ils ont jugé que le risque est élevé dans le domaine de la production pharmaceutique. Voilà. Donc, certainement, il y en a encore, je ne sais pas si vous connaissez d'autres fonds d'investissement. Il y a peut-être des fonds étrangers qui interviennent aussi dans nos pays. Parce que jusqu'à un passé récent, vous savez que le Burkinabé ne veut pas avoir d'associés dans son capital. Jusqu'à un passé récent, dites à un Burkinabé, bon, votre société ne marche pas, mais je suis capable de vous accompagner. Mais avant, je veux faire partie de votre capital. Je vais prendre 25%. Rares sont les Burkinabés qui allaient accepter. Parce qu'ils trouvent que vous allez venir contrôler, vous n'avez pas de ressources. Mais vous ne voulez pas que quelqu'un entre dans votre capital. Il veut avoir 100% de 1 million, que d'avoir 10% de 20 milliards. Regardez un peu l'idée. C'est-à-dire un grand investisseur qui rentre chez vous et qui vous permet de faire, par exemple, 1 milliard de chiffre d'affaires, même si vous avez 10%, c'est mieux que d'avoir 100% et faire un chiffre d'affaires de 1 million. Je ne sais pas si vous voyez la caricature. Voilà, donc même les grosses sociétés que vous voyez comme Amazon, les Jeff Bezos, ils n'ont même pas 50%. Les Jack Ma, tous ces gens-là, en fait on en parle, mais il y a beaucoup d'autres actionnaires. Même le groupe Maurice, je ne suis pas sûr que dans ça lui-même soit majoritaire. Parce qu'il y a beaucoup d'actionnaires derrière. Et c'est ça qui fait qu'on grandit. Ce n'est pas en restant seul tout petit, avec la petite galette, comme on le dit souvent. Il faut construire il faut fabriquer un gâteau pour tout le village. Au lieu d'avoir une petite galette dont on se plaint chaque jour. Alors, donc, c'est un peu ça. Je crois qu'on a cité le maximum. Je suis en train de le donner. Alors, les ONG, regardez, on avait cité aussi, non? Claire, GZ, ça, on avait dit la fête. Oui, je suis en train de le partir. Continue. Et en arrière, ça c'est en arrière. En arrière, ça c'est en arrière. Là, je suis pas. Toujours en arrière. Voilà. Les fonds nationaux, les fonds d'investissement. Ok. Les business angels ou investisseurs providentiels. Ils lancent des affaires, quoi. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent généralement et qui décident de donner un coup de main à des jeunes qui veulent dans le monde anglophone, vous les savez suffisamment. Malheureusement, dans le monde francophone, les hommes d'affaires ne sont pas suffisamment généreux pour accompagner les entrepreneurs. Ils sont peut-être généreux pour faire autre chose, pour distribuer l'argent dans des mosquées, pour se faire voir. Ça, il faut le dire. Parce que j'ai suivi une conférence, même en Côte d'Ivoire,
où les gens disent que c'est la même situation. Alors qu'au Nigeria, au Ghana, aux États-Unis, par exemple, que je connais bien, vous avez des gens qui ont des fortunes qui viennent mettre, par exemple, 200, 300 millions dans un incubateur. Il faut voir grandir les entrepreneurs. Malheureusement, chez nous, c'est très rare. Il y a d'autres, bien sûr, qui attendent que l'argent revienne pour qu'ils puissent remettre encore dans d'autres entreprises. C'est ça aussi leur contribution. C'est ce qu'on appelle giving back to the community. C'est-à-dire que la communauté m'a fait grandir, m'a fait devenir riche. En retour, je donne quelque chose. On n'a pas encore cette culture. Donc, s'il y a des Richards dans la salle, il faut penser à ça. Monsieur Sawadogo, quand vous allez devenir Richard, il faut penser à ça. Donc, on avait cité un certain nombre qui font quand même des choses. NASA, il finance beaucoup l'émission de BF1. Comment on appelle ça? Les pépites. Voilà. Il y a mis 250 millions, je crois, pour accompagner les jeunes. Apollinaire de Compaoré, qui est lui-même un grand investisseur. C'est des gens qui peuvent être très sensibles à la question de l'entrepreneuriat. Il faut avoir des programmes et puis les approcher. Je suis membre je suis dans une plateforme avec l'association nigériane des Business Angels. Et vous avez plus de 1000 Business Angels qui contribuent chaque année. Avec Toby Davis. C'est vraiment le groupe des Business Angels en Afrique. Toby Davis. Donc, alors vous avez le réseau des Business Angels. Je crois qu'on était en train de voir parce que ça se mettait en place au niveau de DSIE. Et récemment, on avait été aussi dans une consultation avec la Banque mondiale. Je ne sais pas si c'est la Banque mondiale ou c'est le PNUD. C'est le PNUD. Voilà, le PNUD qui veut créer un réseau de Business Angels. Donc, je ne sais pas où ils en sont. Mais c'est des gens qui voient que votre business est bien, ils mettent de l'argent pour vous accompagner. Sans garantie, généralement, mais on vous suit. Voilà. Donc, en gros, ce sont les principaux, donc ça, ce sont les principaux pourvoyeurs de capitaux, bien sûr. Et en même temps, vous avez des entrepreneurs, non? Vous-même, monsieur Dabilé qui est là, qui est un entrepreneur, c'est ça, non? Monsieur Ndi, ainsi de suite. Donc j'ai mis vous. Je ne sais pas comment vous caractérisez. Donc les entrepreneurs sont dans beaucoup de secteurs. Ce que je peux dire, ça peut être dans l'agro-business, ça peut être dans le conseil, ça peut être dans la formation, ainsi de suite. La transformation agroalimentaire qui a beaucoup de valeur aujourd'hui, ça peut être dans l'agriculture. Donc il y a pas mal de profils qu'on a au niveau des entrepreneurs. Et donc, je crois que c'est au centre de tout ce qu'on a dit. Donc de plus en plus, on va y revenir, mais on verra qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Grâce bien sûr à la maison de l'entreprise qui a quand même fait beaucoup de travail. Pour rappeler, la maison d'entreprise avait par exemple la COPA, qui ont des plans d'affaires. Je crois qu'ils ont arrêté, ou bien continué. Voilà, ça n'existe plus. Où ils finançaient vraiment des gens. 5 millions, 10 millions pour leur permettre de créer une entreprise. C'est fort. C'est formalité. Je crois qu'on a mais peut-être on a ajouté aussi cela. On a ajouté aussi les clients. Au lieu d'ajouter les clients, ils font partie aussi de l'écosystème. Les entrepreneurs sont là pour servir les clients. Alors donc j'ai mis des clients particuliers. On a aussi des clients entreprises. On peut s'adresser à une entreprise pour solliciter par exemple un bien. On peut être une entreprise et acheter un bien. C'est un peu ce qu'on appelle le B2B, business to business. Alors que ici on a le B2C, business to consumer. Les individus, on s'adresse à des entreprises. Et comme Bouygues, on s'adresse à des Bouygues. Donc on a des faux cœurs, donc l'administration, bien sûr, elle peut être bien. L'administration sollicite par exemple les services de conseil, non? Les services de formateurs, ainsi de suite. Et puis les ONG et autres. Voilà. Donc
quotidien, chacun consomme les services, les produits d'entreprise quelque part. Toute notre vie, on la passe en interaction avec les entreprises. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour avoir son entreprise aussi. Sinon, on est consommateur. Alors on ne peut pas se développer avec le statut de consommateur. Donc j'ai lu un livre où l'auteur disait quand on se réveille le matin et qu'on passe dans la ville, essayons de voir les noms d'entreprises, les enseignes. Tant que vous n'avez pas votre enseigne quelque part, il faut toujours vous poser des questions. Parce que vous êtes un consommateur. Et donc, ce que vous gagnez comme argent à la fin du mois, ça va chez les entreprises. On est dans une clinique, dans un hôpital, on consomme du lait, Nestlé, Nido, quand on est malade, on retourne à l'hôpital, on va à l'école privée, on paye toute notre vie. Et on consomme. Donc tout ça, c'est des opportunités pour les entrepreneurs. Il faut savoir donc choisir le secteur. Il faut bien offrir ton service ou ton produit. Ça va toujours marcher. Surtout moi je dis toujours la nourriture, la santé et puis l'habillement. Même si on n'a rien, on va s'habiller. On va pas les gens pour marcher nus dans la rue. Si on n'a rien, on va manger, même si on va mendier. Même si on n'a rien, on va se soigner. Vraiment des secteurs fondamentaux. Si vous y êtes et vous faites de très bonnes prestations, vous allez vous en sortir. Alors, donc, je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Je crois qu'on a mis un petit texte pour conclure. Donc, ce que j'ai mis ici en termes de texte, j'ai ajouté que l'état des lieux de l'écosystème demande une évolution considérable du nombre d'entreprises. On dénombre 5000 entreprises en moyenne créées par an. Il y en a beaucoup, c'est les statistiques en fait, de la maison d'entreprise. Dénotant donc de l'ancrage, ça montre qu'on a un ancrage de l'entrepreneuriat. Il y a un esprit d'entreprise qui est en train de se créer. Alors, néanmoins, il faut souligner que les gens connaissent bien sûr dans leur parcours de développement des difficultés qui se traduisent souvent par même des fermetures, des faillites. C'est que vous connaissez autour de vous, mais vous-même, vous avez tenté quelque chose que vous avez fermé. Du fait d'un certain nombre de difficultés, donc la léthargie qui les empêche donc de se déployer vraiment sur le marché, comme on l'a dit. L'autre chose, il faut aussi souligner que, en dépit de tout, comme on l'a souligné plus tôt, il y a beaucoup de structures qui accompagnent les entrepreneurs. L'État a fait beaucoup de choses pour accompagner l'entrepreneuriat. On peut critiquer l'État, mais il y a beaucoup de choses. Donc, vous voyez, les formalités sont allégées. Avant, pour créer une entreprise, on pouvait prendre une année. Si c'est vous-même qui allez aller à la chambre de commerce, après vous allez à la CNSS, vous allez aller aux impôts, pour construire tout. Maintenant, on a fait le CFOR. Il y a un guichet unique. Lorsque vous y allez, vous créez votre entreprise, en 3-4 jours, vous avez vos papiers, non? En moyenne. Voilà. Même les formes d'entreprise, les formes juridiques ont été revues, les montants limites. Par exemple, la SARL, c'était 1 million. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des SARL même de 5 000 ou de 10 000. Les SAS, la SAS c'est une nouvelle forme de société. On peut créer des SAS avec 5 000 francs. Tout ça pour faciliter la création, pour faciliter la formalisation. Parce que bien sûr, vous savez qu'on a beaucoup d'entreprises dans le domaine, dans le secteur informel. Donc, on veut les pousser à se formaliser. Alors, donc, on a aussi le discours politique qui insiste sur l'impérieuse nécessité d'un secteur privé fort. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de convaincre une autorité que l'entrepreneuriat est utile pour le développement. Il est vraiment devenu la palissade de le faire. Alors, la création d'entreprises, la gestion des données démontre un maillon faible auquel les solutions doivent être apportées pour soutenir la nouvelle dynamique économique impulsée par les nouvelles autorités. Bien sûr, on a écouté le président l'autre fois
il a parlé de réduction d'impôts. Je ne sais pas si vous avez fait attention, les entrepreneurs, faciliter un peu les impôts pour encourager l'entrepreneuriat. Mais il faut que ça se traduise dans la réalité. Parce que sinon, les entreprises souffrent des impôts. Tout le monde le sait. Ça fait que les gens sont obligés de faire des tournées. Parce que c'est souvent trop. Ça veut dire à la fin de l'année, vous devez payer pour les 27,7%. Ça, c'est le PIC, non? Si vous avez 100 millions de bénéfices, vous devez donner 27 millions 500 à l'État. Vous voyez que ça fait beaucoup d'argent. Mais même avant ça, il y a la TPA, c'est ça, dans 3%. Il y a, quand vous avez un marché, vous devez l'enregistrer, c'est 3%. Il y a un minimum. Minimum forfaitaire. Si tu n'as pas de marché, tu dois payer. Même si tu n'as rien, tu dois payer. Il y a la patente. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Quand vous avez un marché, par exemple, de l'État, on vous dit d'aller enregistrer le marché aux impôts. Donc, avant d'avoir reçu votre argent, vous devez enregistrer ça à 3%. Si c'est un marché, par exemple, de 100 millions, 3% de 100 millions. Voilà, vous allez, si c'est 200 millions ainsi de suite, vous devez payer ça d'abord. Et quand on va vous payer, on va vous couper encore combien? 5%. Oui, 5%. Vous prenez 5%, si vous avez... Il y a 0,02% qui part à L'accord. L'accord pour les marchés, l'agence de régulation des marchés, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses intermédiaires qui font que c'est très difficile. Mais bon, l'entrepreneuriat aussi, c'est un choix. Parce qu'on est là aussi pour contribuer à l'État. Il ne faut pas qu'on nous dise ça. C'est grâce à ça qu'on a des routes, qu'on a l'eau, on a l'électricité, on a tout ce qu'on a. Donc, il faut juste bien travailler pour avoir 10 milliards, 20 milliards, de façon à ce que les impôts ne représentent rien pour nous. C'est notre contribution à la communauté, comme on le disait. Alors, donc, je crois qu'on est à la fin de la présentation de l'écosystème. S'il y a quelques petites questions, on peut prendre 2 questions.